Mesdames et messieurs les présidents et membres d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux d'être présent parmi vous ce soir à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous prie d'excuser monsieur le maire, Frédéric Soulier, qui regrette de ne pas être présent, mais qui est retenu en ce même moment par d'autres obligations. Depuis le 10 décembre 1998, 4 associations des droits de l'homme ont pris l'initiative de dresser dans les jardins du musée Michelet une stèle pour commémorer l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Depuis 2002, la présence de nouvelles associations est encore venue renforcer la puissance de cette commémoration. C'est ainsi qu'en 2003 est né le collectif du 10 décembre. Ce collectif du 10 décembre rassemble 8 associations brivistes qui s'efforcent depuis plus de 20 ans maintenant de mettre à l'honneur cette déclaration universelle en rendant hommage aux défenseurs des droits de l'homme et en mettant l'accent chaque année sur un article particulier de la déclaration. Il faut rendre hommage à ce collectif qui fait preuve dans ses engagements au quotidien d'une grande persévérance. Car au-delà du rappel ô combien nécessaire de cette déclaration, cette cérémonie est aussi l'occasion de porter sur la place publique des sujets moins connus, mais qui méritent d'être mis en lumière. Même si les contraintes sanitaires que vous avez rappelées, liées au Covid-19, empêchent la manifestation de ce soir d'avoir l'ampleur et la convivialité des précédentes, il m'a semblé nécessaire, en accord avec vous, de maintenir cette tradition, désormais bien ancrée à Brive, et qui a un écho particulier dans les jardins de ce haut lieu de la résistance au nazisme. Cet endroit se doit, ainsi que l'avaient voulu ses créateurs, d'être un lieu de l'histoire, de mémoire, et un lieu sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'être un lieu d'échange, de rencontre, de réflexion sur le monde contemporain. C'est aux côtés d'acteurs comme vous, mesdames et messieurs, que nous voulons œuvrer à la construction d'une conscience civique commune, en faisant en sorte que le musée soit ouvert à tous, et en particulier aux plus jeunes. Comme représentant de l'équipe municipale, et au nom du maire, je souhaite en effet vous assurer de tout notre soutien pour l'ensemble des actions que vous menez en faveur des droits de l'homme, et dont cette cérémonie est l'une des manifestations. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence ce soir et pour votre engagement au quotidien pour la cause des droits de l'homme. Et nous allons continuer la cérémonie, je crois, par un dépôt de gerbes ou une autre prise de parole peut-être. D'abord une prise de parole. Coronavirus et droits humains. Dès le début du mois de mars, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a tenu à affirmer haut et fort que, dans une période comme celle-ci, je cite, « Les droits de l'homme doivent être au cœur de nos décisions. Le sacrifice de nos lois et libertés ne nous aidera pas à surmonter la crise sanitaire. C'est au contraire en les affirmant que nous les surmonterons. » Fin de la citation. Dans un tel contexte, la cérémonie traditionnelle du 10 décembre à Brive, plus fragile et plus précieuse que jamais, devait impérativement avoir lieu. Partout dans le monde, la pandémie révèle et aggrave des situations de violation des droits, plus ou moins graves selon les pays. La plupart du temps, une des causes essentielles se trouve dans les insuffisances des services publics, dont ceux de la santé évidemment. Au niveau des instances de l'ONU, comme au niveau des États, l'impact des institutions financières internationales, IFI comme on dit, a été de pousser vers une mondialisation dérégulée, à privilégier les privatisations de toutes sortes, engendrant un maximum de bénéfices pour certains et aggravant de façon abyssale les inégalités, facteurs d'augmentation de la misère. Le 19 novembre, des associations de solidarité étaient invitées par les médias à s'exprimer sur la situation. C'était ATD Quart Monde, le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur.
Ces mouvements fournirent des chiffres implacables, des constats et des analyses proches et alarmants, et proposèrent des solutions efficaces pour le monde d'après dans notre propre pays. Pour terminer cette journée d'information et de réflexion, France Inter avait invité à 20h Esther Duflo, prix Nobel d'économie pour son livre « Repenser la pauvreté ». Si Esther Duflo est une brillante intellectuelle, elle est tout autant une femme de terrain très engagée. Elle travaille à établir avec des équipes compétentes des plans anti-pauvreté dont il faut vérifier les résultats. Ainsi, des populations pauvres, en Inde, en Afrique, retrouvant confiance en elles et s'appuyant sur leurs propres forces et sur des compétences ignorées, s'extirpent de cette misère qui n'est pas une fatalité. D'accord en cela avec les responsables des ONG de solidarité, elle pourfendit les préjugés. Riche de son expérience, elle affirma catégoriquement que, quoi qu'il en coûte, l'État doit assurer à tous les pauvres et les précaires un minimum d'aisance et de sécurité pour qu'ils puissent reprendre pied par des formations, des études, du travail. En effet, un minimum de confort ne les rend pas paresseux. Cela est désormais incontestable. Partout la crise climatique, partout la crise sanitaire, parce que on parlait du climat en même temps, sert d'alibi à des chefs d'État ou à des régimes autoritaires pour restreindre encore davantage les libertés, brimer la démocratie, opprimer les plus vulnérables. Le virus ne se contente pas de tuer les personnes, il est aussi l'arme absolue de ce type de gouvernants. Le mécanisme du bouc émissaire ressurgit en Inde où ce sont les musulmans qui en font les frais. Au Brésil, le président a commencé par nier l'épidémie, qu'il comparait à une mauvaise grippe, et a mis en place trop tard les mesures nécessaires. Mais si le chaos survient, il augmentera ses pouvoirs et se fera passer pour le sauveur. Des dictateurs africains prennent prétexte de l'épidémie pour repousser indéfiniment des élections ou les précipiter ou interdire toute manifestation. Les cas de torture augmentent et si on libère des prisonniers pour éviter des foyers de contamination, ce sont plutôt des criminels, alors que des prisonniers d'opinion ou des défenseurs des droits restent en prison. On peut instrumentaliser également l'épidémie pour verrouiller les frontières. Les peuples autochtones subissent la voracité des multinationales malgré l'appui des ONG des droits de l'homme. Dans le monde, 7000 soignants sont morts du Covid et ceux qui protestent peuvent subir des sanctions sévères. Au sein des usines sous-traitant pour les grandes marques qui ont pignon sur rue, les quelques droits acquis de haute lutte par les travailleurs soutenus par des coalitions internationales volent en éclats. Ici, on chasse les travailleurs devenus inutiles. Là, on ne les paie pas pour le travail déjà effectué. Ailleurs, on les empêche de rentrer chez eux et on les oblige à travailler sans protection. Ailleurs encore, après le travail, ils doivent tenter de dormir dans des locaux insalubres, entassés les uns contre les autres, sans masque bien sûr. Heureusement, dans de nombreux pays, les jeunes s'insurgent, se mobilisent et s'organisent courageusement, parfois héroïquement, mais toutefois sans commettre de violence. Ils sont des ferments d'espoir. Ces nouveaux mouvements sont soutenus par des ONG de solidarité et des droits humains partout dans le monde, au Brésil, au Tchad, en Birmanie, au Liban, en Palestine, à Hong Kong, en Thaïlande, etc. Le slogan d'un jeune nicaraguayen résume d'autres slogans, redevenir humain. Donc, hommage aux défenseurs des droits de l'homme en 2020. Donc, depuis 20 ans que nous évoquons dans ce jardin, devant cette stèle, les défenseurs des droits humains, nous avons pris conscience des qualités humaines de ces personnes. Jadis anonymes, mais reconnues et honorées par une déclaration des Nations Unies le 10 décembre 1998. Logiquement, ces droits fondamentaux sont à la base d'une vie digne. Les gouvernements ont la mission impérative de les faire respecter. Or, ce n'est pas toujours le cas. Les défenseurs pourraient être considérés comme des auxiliaires précieux par les États. Or, très souvent, ils sont pris pour des ennemis qu'il faut détruire à tout prix. Dans plus de 80 pays à travers le monde, militer sans violence pour le respect des droits de l'homme est une activité à haut risque.
Les groupes et les individus qui s'engagent dans cette voie sont la cible privilégiée des autorités et des groupes privés. Ceux-ci recourent aux menaces, y compris sur les familles, aux filatures, au saccage des permanences, aux inscriptions sur des listes noires, au harcèlement sur les lieux de travail, au licenciement abusif. Ces très mauvais traitements infligés à des innocents culminent dans les emprisonnements arbitraires, les disparitions forcées, la pratique de la torture et les assassinats. L'impunité dont bénéficient les auteurs de ces violations est particulièrement inquiétante. La déclaration de 1998 sur le devoir des États de protéger ces militants déterminés mais pacifiques deviendra-t-elle un jour un texte contraignant ? En attendant, nous pouvons rendre hommage à l'Observatoire des défenseurs des droits de l'homme qui comprend l'Organisation mondiale contre la torture et la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, pour son travail remarquable. Exemple, Lohan Torondel, 21 ans, un militant bénévole qui vient en aide aux migrants. Il était coordinateur à l'auberge des migrants à Calais. Il a juste posté sur les réseaux sociaux un tweet montrant une photo de 2 policiers en intervention avec une légende ironique pour dénoncer des pratiques policières abusives. Il a été condamné par le tribunal de Boulogne-sur-Mer le 25 septembre 2018 à une amende de 1 500 €. Et c'est en France. Exemple, Sépidé Golian. Elle était militante pour défendre les droits des travailleurs. Elle avait participé à une manifestation pacifique pour soutenir des ouvriers qui n'avaient pas été payés depuis des mois. Elle a subi les pires traitements, jetée contre un mur, menacée de coups de fouet et de violences sexuelles, puis torturée fin 2018. Elle fut arrêtée et incarcérée en même temps que le syndicaliste Esmaïl Bakshi. Leurs conditions de détention étaient déplorables. Voilà. Donc là, moi, c'est en Égypte. Rami Saha au Caire. Il est militant pour les droits humains. Il a été une figure de la révolution de 2011. Il est coordinateur en Égypte du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, contre l'occupation israélienne pendant certaines périodes. Il disparaît, il est incarcéré suite à des accusations sans preuve. Il n'est pas le seul, dans son cas, à rester incarcéré en détention provisoire, sans avocat, dans l'attente d'un jugement. Pérou. Massima Akuna, paysanne, militante pour le droit à la terre, a été injustement accusée d'occupation illégale de terre. Ainsi, les autorités tentaient de mettre fin à ses activités militantes. Elle a été soutenue par une association. Après 5 ans de bataille juridique, la Cour suprême a rendu son verdict et renonce à poursuivre Massima Akuna. C'est une victoire historique pour les défenseurs de l'environnement dans le pays. Mais oui, non. Donc moi c'est l'Équateur. Pablo Fajardo Mendoza, nommé le David de l'Amazonie, avocat et militant équatorien. Il lutte depuis 25 ans contre l'emprise pétrolière Texaco-Chevron. Celle-ci est responsable de l'une des pires catastrophes perpétrées en Amazonie. En raison de son rôle de premier plan dans ce procès, Pablo a été la cible de menaces et d'intimidations répétées. Alors là, ça rejoint le collectif de l'éthique sur l'étiquette. C'est au Bangladesh, Kalpona Akhter, cette ouvrière de 43 ans, a pris tous les risques pour faire exister un droit au travail dans la confection. Menacée, inscrite sur liste noire, placée en garde à vue, emprisonnée, Kalpona ne baisse pas les bras. Après le drame de l'effondrement du Rana Plaza, son combat trouve un écho international et des mesures sont prises dans le secteur textile pour un certain progrès. Mais malheureusement, avec la période du Covid, c'est en train de revenir en arrière. En Afrique, Gaëtan Moto était chercheur pour Amnesty International France sur l'Afrique de l'Ouest. Il était le porte-drapeau des droits de l'homme sur le continent. Ce qui le caractérisait, un engagement total dans sa mission, une abnégation infinie, l'exigence envers soi-même. Ses rapports étaient d'autant craints que respectés. De l'Afrique, il partageait les rêves, les libertés, les cauchemars devant les atrocités.
trop peut-être, il s'est donné la mort dans son bureau au siège d'Amnesty International à Paris en 2018. Brésil, Célia Nunes Correa. Cette activiste indigène, défenseur de l'environnement, milite au sein de l'APIB pour la protection des terres des peuples indigènes en Amazonie. En septembre 2019, elle est venue en France pour plaider sa cause auprès des autorités. Exposés à de graves dangers, ces défenseurs sont parmi les plus menacés dans le monde. Enfin, la liberté d'expression étant pour nous une liberté fondamentale, garantie par la Constitution, nous voulons aussi associer à cet hommage Samuel Paty, assassiné dans l'exercice de ses fonctions pour avoir appliqué le droit d'enseigner simplement la liberté d'expression. Avant de terminer, je voulais vous dire que, puisqu'on a parlé de l'entreprise pétrolière, à cause de la loi, oui, mais justement, Total avait été mis en examen là, ces temps-ci, parce qu'il a fait des dégâts